Et bonsoir, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes du monde moderne et de Black Elephant, une interview avec Félix Marcard où on reçoit ce soir Aurélien Taché, député France Insoumise, bien renseigné sur les affaires étrangères, la géopolitique. Alors ce soir, on va parler un peu de Nouvelle-France, de géopolitique, de politique aussi nationale, puisque les deux sont liés évidemment. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, peut-être une explication sur ce concept de Nouvelle-France qui inquiète beaucoup hein, Pascal Praud et les téléspectateurs de CNews. Est-ce que c'est le grand remplacement? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce concept, si on l'explique correctement et qu'on a le temps de développer et sans avoir des interruptions instantanées de la part des chroniqueurs de CNews? Merci beaucoup pour cette question, parce qu'effectivement, on va en plus avoir, à mon avis, une explication beaucoup plus précise dimanche à Saint-Denis par Jean-Luc Mélenchon, puisque le meeting va être beaucoup tourné sur cette idée, parce qu'on sera sur la place de la basilique de Saint-Denis, avec le tombeau des rois derrière, et avec la mairie à côté, où Bali Bagayoko vient d'être élu, et ça va permettre d'expliquer un peu les choses, parce qu'en fait, la Nouvelle-France, c'est tout simplement la France en entier. On essaie de nous faire dire des choses qui sont pas du tout ce qu'on pense, c'est-à-dire que nous, on voudrait mettre en avant certains Français, plutôt ceux qui sont racisés, qui viennent d'arriver, bref, je ne sais quel délire communautariste qui est aux antipodes de ce qu'a toujours défendu Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Mais en fait, c'est les autres qui veulent virer une partie des Français, qui veulent expliquer que finalement, pour être Français, bah, ils ont toujours des phrases, il faut que tu regardes le nombre de gens de ta famille sur le monument aux morts pour voir si tu es vraiment français, etc. Bon, déjà, les mecs, ils ont oublié qu'il y en a pas mal des noms sur les monuments aux morts qui sont pas tous des noms Jean Dupont, mais les tirailleurs sénégalais et les autres, ils ont vraiment fait leur part du taf à l'époque, et ça, on l'oublie souvent. Mais nous, on s'érige évidemment en faux contre ça. Et la Nouvelle-France, c'est tout simplement la France d'aujourd'hui, quoi. Et la France d'aujourd'hui, bah oui, elle a un petit peu changé. C'est comme ça. Toutes les générations, elles changent. Hein. Voilà, il y a des nouveaux problèmes, il y a des nouvelles questions qui se posent. Il y a eu une époque, enfin, c'était pas si loin, les femmes pouvaient pas voter. À l'époque, c'était déjà la Nouvelle-France, sans doute dans les années 50, quand elles se sont mises à voter. Aujourd'hui, effectivement, on a, bah oui, après tout ce qui s'est passé, la révolution féministe des 30 dernières années, une nouvelle place pour les femmes aussi, des gens qui ont peut-être plus toujours la même origine, la même religion. Je crois que l'enquête trajectoire et origine montre qu'on a tous, on est 1 sur 3 à avoir moins un grand-parent étranger. Donc c'est tout ça la Nouvelle-France. Et en fait, il y a que ceux qui sont un peu stressés qui finalement se disent ouais, c'est quoi ce truc On va se dire les choses. Euh, ils ont peur pour leur place. Voilà. Ils se disent waouh, ça fait de la concurrence. Avant, on était tranquille entre nous, on se partageait le gâteau à quelques-uns, plutôt des mecs blancs de 50 ans, etc. Et c'était très bien comme ça. Maintenant, bah voilà, va falloir faire de la place à tous les Français. Et moi, je suis convaincu que finalement, cette nouvelle France, elle a vraiment, parce que souvent aussi on l'oppose finalement, on nous dit partie de l'étranger, je sais pas quoi. Elle a le drapeau au cœur, elle aime son pays, etc. Mais elle veut pouvoir, comme tous les autres Français, pouvoir dire ce qu'elle a à dire, pouvoir prétendre à exercer la parole. On a fini le temps du porte-parole, disait Rima Hassan, à la raison. Pouvoir se mettre autour de la table, pouvoir accéder à tous les types de jobs, de responsabilités qui sont ouverts à tous. C'est ça qu'on veut expliquer. Et en fait, c'est une histoire ancienne. C'est une histoire ancienne. La France a toujours été une idée. C'est pas quelque chose de figé. Et nous, on continue de s'inscrire dans cette tradition française qui fait que la France, c'est un projet. C'est dis oui à liberté, égalité, fraternité, et tu es le bienvenu ici. Grave. Mais Vas-y, je t'en prie, Alexis, vas-y. non, parce que en fait, c'est en finir avec les tutelles type SOS Racisme qui existent toujours, hein, qui sont là pour dire quoi penser, comment faire et dire maintenant, on n'a pas besoin de ce genre d'organisation. Mais on voit qu'en face, on a quand même des gens qui font le lien entre Nouvelle-France et les scènes de pillage lors de la victoire du PSG en disant bah, si c'est ça la Nouvelle-France, ah ben bravo. Comment vous répondez à ces gens-là, justement? Bah, je leur réponds que, encore une fois, je sais que c'est un sujet, je crois, qui vous est cher à tous les deux. Il y a ce qu'on montre à l'image en réalité, ce qu'on choisit de montrer. Je crois que vous réfléchissez tous les deux pas mal sur la question de la propagande en démocratie. Moi, je suis tout à fait intéressé par ce débat parce que typiquement, là, le sujet dont on parle, on est dans un exemple, un cas qui illustre parfaitement cette affaire-là. On peut choisir le soir du PSG de montrer Mireille et les jeunes à côté de Mireille
en train d'applaudir et de dire. Oui, c'est cette petite vieille dame voilà. qui a été portée. D'ailleurs, BFM est revenu sur elle. On peut saluer BFM. Quand Robin même. de BFM a fait un sujet quand même Ouais, le lendemain. Et puis, il y avait Batman, il y avait Superman. Enfin, il y avait la fête d'un côté exactement. et la communion. Et puis, de l'autre côté, il y avait, comme toujours, des casseurs. Et donc, on choisit de montrer ce qu'on veut. C'est un peu ça le C'est propos. ça, c'est-à-dire que voilà, et tu parlais de Pascal Pro, intro, j'ai vu qu'il a failli être en PLS quand, je sais pas, je crois que c'est Sarah Sadman, je sais plus qui, sur son plateau, qui lui dit, mais non, mais en fait, non, même pas, c'était une chercheuse, quelqu'un qui lui dit, mais il y a toujours eu dans Paris des bandes de jeunes un peu désœuvrés qui cassent les soirs de. Voilà, ça a toujours été, ah non, 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 je réfute tout ça. Bah, évidemment, il veut réfuter tout ça parce que expliquer que les Apaches existaient et qu'ils étaient pas, qu'ils étaient de la même couleur que lui, ça l'embête parce qu'on appelait ça comme ça, les gangs de jeunes parisiens, on appelait ça les Apaches, rien à voir. Les loupards, à l'époque, c'était les loupards. Ouais. Et donc voilà, Les ça a toujours louves. existé. Et en fait, Écoute, tu montres ce que tu veux montrer. Tu montres soit Mireille Lafette et toutes les images de Liès qui sont hyper majoritaires, soit tu montres les quelques voyous. bon, oui, ça fait penser. Ouais. Pardon, Aurélien. Non, Ça fait penser à toutes les polémiques Black Blanc Beurre en 98. Oui, non, il y a trop de noirs dans l'équipe de France, etc. Bon, moi j'ai l'impression que le grand remplacement, c'est quand même globalement des gens d'un certain âge qui projettent leur anxiété de vieillir avant tout. Donc il y a bien un grand remplacement, c'est celui des vieux par des gens plus jeunes qui n'ont plus les mêmes références, plus les mêmes valeurs, etc. Néanmoins, dans cette idée de nouvelle France, il y a aussi la notion d'un nouveau patriotisme. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tu vois, moi je me rappelle de ce moment où Ségolène Royal, candidate à la présidence, nous avait fait une sorte de love autour du drapeau français. Il y avait quelque chose d'assez moisi dans cette approche de la gauche de s'emparer. Enfin voilà, ça fleurait pas bon. Quelle est la différence entre ce que tu conçois comme étant le nouveau patriotisme et celui justement, par exemple, de Royal à l'époque? Mais si tu veux, nous, je vois ce que tu veux dire, mais nous, on n'est pas dans le trip. Ségolène Royal, c'était vachement un peu, tu sais, l'encasernement, quoi, tu vois, pour être le truc un peu milouf. Voilà, il faut se lever le matin à 7 heures et saluer le drapeau et tout. Non, nous, on n'est pas dans ce délire-là du tout. Le service machin là de Blanquer, on a toujours combattu ça. Tout ça, c'est bidon. Par contre, voilà, l'idée que finalement, même dans ce qu'on appelle cette nouvelle France, et même surtout, je dirais, il y a plein de gens qui, en fait, sont plus attachés à ce qui est vraiment l'esprit français, on va peut-être en parler un peu après, qui est un espèce d'esprit de résistance par rapport aussi à l'américanisation du monde, par rapport à finalement tout un tas de choses où on peut être fier. Par exemple, moi, tu le sais, Félix, je travaille beaucoup sur les sujets de francophonie. La langue française, aujourd'hui, c'est qui l'a fait rayonner? C'est Aya Nakamura, c'est Théodora, c'est tout ça. Et en fait, nous, on est complètement dans ce truc-là. Moi, je parlerais, tu vois, bon, je sais pas, des fois, il faut trouver des expressions, une espèce de patriotisme créolisé, tu vois, mais qui est vraiment hyper ouvert et pas du tout dans un délire d'encasernement à la Ségo où effectivement, ça ferait un peu bon la naphtaline, on va foutre tous les mômes en internat, on va envoyer les militaires dans les cités parce que, voilà, il y a que ça à faire, etc. Non, ça, c'est pas du tout le délire de la France insoumise, c'est pas du tout ce qu'on défend nous. En revanche, on va pas se laisser donner des leçons de drapeau ou de France par des gens qui, en fait, oublient la moitié des Français, sont pas du tout patriotes quand il s'agit, par exemple, de défendre Alstom, de défendre des grandes boîtes, de défendre les fleurons de l'économie française, qui sont capables, on va peut-être en parler après, finalement, d'aller, pour faire plaisir à Trump, à l'OTAN, à Bruxelles, mettre tout ce que la France a et envoyer peut-être nos gamins demain mourir dans le Donbass. Moi, je peux te dire qu'à Cergy, quand je pose des questions aux gens, même pas d'ailleurs, c'est les gens qui viennent me voir, qui disent quand est-ce qu'on arrête ça? Parce que c'est pas possible. D'abord, arrêtez les conneries quand il y a des conflits à Gaza, au Congo, je sais pas où, tout le monde s'en fout. Et pourtant, nous, à Cergy, on a souvent plus de familles, enfin, tu vois, la Nouvelle-France, c'est ça aussi, qui sont concernées par ces pays-là et vous en avez rien à faire. Enfin, le gouvernement en a rien à faire. Et puis moi, je vois bien mon litre d'essence, le gaz, tout ça, le prix, etc. La guerre, ça mène nulle part. Les mecs, ils ont un discours hyper construit, si tu veux. Les quartiers populaires aujourd'hui, la Nouvelle-France aujourd'hui, c'est ça. Et finalement, c'est beaucoup plus patriote que nos amis qui servent les intérêts et la soupe de l'Empire la plupart du temps et qui n'ont pas grand-chose de patriote. Donc, voilà un peu ce qu'on veut expliquer. Moi, je pense vraiment que, tu sais,
parler de politique 2 secondes quand même. La campagne de Jean-Luc en 2027, ça va être un peu une synthèse entre sa campagne de 2017 et de 2022. En 2017, la campagne était très bleu, blanc, rouge, mais pas à la façon Ségolène, à la façon dont je te l'explique, mais il y avait un truc un peu comme ça. 2022, on a vraiment été un peu sur les thèmes aussi de ce qui se passait de nouveau dans la société sur la question du racisme, des quartiers populaires et autres. Et là, il faut qu'on arrive vraiment à rassembler les deux pour montrer que finalement, la France, c'est nous. On n'a aucune leçon de patriotisme à recevoir de gens qui, encore une fois, pensent à la France que quand il s'agit de taper sur les Noirs et les Arabes. C'est aussi une sorte de réappropriation, je trouve, en tout cas j'entends moi, une réappropriation par la gauche du terroir. J'ai l'impression, tu vois, et ça pour moi, je trouve ça très très intéressant parce que Alexis et moi, clairement les gens nous écoutent et surtout Alexis puisque moi je déboule un peu, mais notre discours est on a un discours qui est plutôt identifié avec la gauche, mais avec une volonté d'ouverture avec des gens qui sont pas forcément de notre sensibilité politique, mais qui ont une critique plus ou moins acérée de l'extrême centre. Tu vois, toute cette déclinaison qui va de, en gros, la gauche Glucksmann jusqu'aux républicains, en tout cas certains des républicains. Et j'ai l'impression que c'est ça aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon, dans certains discours, mais la France insoumise en général, est en train de porter. C'est une sorte de... C'est un peu ce que d'ailleurs prônait depuis quelques années déjà Houria Boutelja, cette alliance. Elle appelait ça beauf et barbare. Bon, c'est pas. Je lui laisse la responsabilité de cette appellation. Mais néanmoins, la réalité qu'elle décrit, elle est vachement intéressante. C'est carrément ça. C'est vraiment exactement ça. Moi, alors l'autre jour, j'ai dit ça justement. J'étais sur un plateau. Je crois que c'était chez Bolloré, c'était Europe 1 ou quoi. C'est exactement ce que je leur ai dit. Je dis, mais en fait, les immigrés, vous comprenez pas, les gars, ils nous aident à redécouvrir notre culture, notre terroir et tout. Ah bon, comment ça, les immigrés sauvent la culture française? Ben oui, parce qu'en fait, on l'avait un peu oublié. Tu sais, moi, quand j'étais môme, je suis un gamin qui est né dans les années 80, c'était ringard d'aller au marché, fallait tous aller McDonald's, les grandes chaînes d'hypermarchés. En gros, la mondialisation américaine, tu vois, si tu faisais pas ça, tu étais un as dans ton village, etc. Aujourd'hui, on se réapproprie tout ça. Et pour moi, il y a beaucoup plus de danger pour la France, la culture française, son identité, par Ikea et le fait qu'on ait tous les mêmes tasses à la con quand on va manger les uns chez les autres, par les grandes chaînes McDonald's et tout ça, que par le mec qui arrive avec sa culture et qui dit ouais, moi je suis content d'être français, je suis content d'être là. Par contre, je vais pas arrêter d'être musulman, de manger ce que je mange, de m'habiller comme je m'habille, etc. Et en fait, peut-être ça va nous faire un petit peu réfléchir. Ah ouais, nous aussi, on a des terroirs, nous aussi. Et puis tout ça se mélange, se créolise, dirait Mélenchon. Moi, j'ai une anecdote pour illustrer ça. Par exemple, j'ai un village que j'aime bien, où je vais souvent en vacances pour des raisons personnelles en Provence, à Riez-la-Romaine. Là-bas, tous les ans, il y a la fête de la lavande. Tu vois, c'est vraiment le truc du terroir et tout. Et tous les ans, la dame qui joue la Marianne, c'est Zulika, tu vois, qui est en Marianne et qui vit dans ce village depuis longtemps et qui s'appelle Zulika, elle s'appelle pas Germaine ou je sais pas quoi. Et tout ça, en fait, c'est ça qu'on appelle Nouvelle-France. Ils veulent pas le montrer. Certains, ceux qui sont absolument stressés du fait de ne plus être seulement entre les mêmes qu'il y avait sur la photo il y a 50 ou 70 ans. Ils veulent pas le montrer, mais la France, elle est comme ça. Les mariages mixtes, il y en a de plus en plus. Tout le monde se brasse, se mélange, toute cette culture bouge, tout ça. Et ça fait la France. Et ce creuset-là, on va le défendre. Et dans cette campagne, je crois qu'on en parlera. Ça va être clair contre les fachos. Ça va être assez marrant si on doit aller en parler avec Glucksmann, puisqu'apparemment, monsieur veut parler de l'identité française. Lui qui, pourtant, se sent plus proche des mecs de New York que des mecs de Picardie. J'aime pas beaucoup Ruffin, tout le monde le sait. Mais franchement, dans ce débat-là, ok, je dis Ruffin avait visé juste quand il lui avait dit Glucksmann, Raphaël Glucksmann, vous êtes... la France, ça vous dit quoi, vous, en fait, quand vous nous dites que vous vous sentez plus à l'aise dans les aéroports internationaux avec des gens de toutes les grandes mégalopoles mondiales qu'avec un mec de Picardie? Voilà, ça dit quelque chose. Et nous, on s'inscrit en faux contre ça. Et justement, c'est l'articulation, on le voit bien, entre
les affaires internationales et le nouveau patriotisme, ou le fait de dire on doit défendre la France, les intérêts français, peu importe comment on appelle la nouvelle France, on voit bien que là, on a quand même des candidats qui sont tous alignés sur la vision démocrate, néocon américaine de Washington, hein, c'est-à-dire on continue l'Empire, que ce soit le soutien à Israël, que ce soit la guerre en Ukraine qui doit absolument continuer parce que l'Europe doit être avec un nouveau rideau de fer vis-à-vis de la Russie qui est le grand méchant. Ça ne change pas. D'ailleurs, c'est choquant de voir que les trois candidats, Attal, Glucksmann et Édouard Philippe, n'ont pas de programme à l'heure actuelle. Par contre, il y a un truc qui est sûr, la guerre en Ukraine. Mais c'est marrant que tu dis ça, Alexis, parce que, bon, voilà, je pense que c'est que ça doit sauter aux yeux à tout le monde, mais je me faisais vraiment cette réflexion, je sais pas, il y a 1 ou 2 semaines, je me disais, mais en fait, quand ils ont sorti le programme du PS, tu sais, à un moment là, ils ont dit qu'ils allaient refaire un programme, je sais pas quoi. Bon, Glucksmann, on va en parler, mais c'est vraiment la caricature de la caricature, etc. Attal, il suit le truc. Mais même le Parti socialiste, dans ce qui lui reste un peu de collectif, de machin et tout, quand il sort un programme, tu regardes, les seuls vrais trucs qu'ils ont, c'est en gros plus de Bruxelles, plus de Bruxelles, plus de Bruxelles. Alors en ce moment, c'est plutôt l'Ukraine, mais c'est valable pour tout. Il n'y a pas un truc un peu de rupture, si ce n'est de dire continuons encore plus vite à aller dans le mur avec Ursula von der Leyen, à lui filer plus de pouvoir sur la défense, sur les affaires étrangères, sur machin, parce que de toute façon, ces mecs-là n'ont pas d'idée. Ils n'ont plus d'idées depuis 30 ou 40 ans, donc tout ce qu'ils savent dire, c'est ça. On n'a qu'à dire que ce serait mieux si c'était au niveau européen, les gars, comme ça ne nous engage pas trop, on sait que ça ne se fera pas. Voilà. Les mecs, je pense, ils se concertent, ils se disent, c'est pas possible, de toute façon, on ne sait pas quoi raconter. Continuons avec le triple européen, la paix sur le continent. Ah ouais, c'est vachement la paix sur le continent, l'Europe. Maintenant, on crée des commissaires européens à la défense. Maintenant, la seule chose dont on entend parler, c'est qu'il faut effectivement armer, évidemment en achetant américain, parce que moi, j'ai Dassault dans ma Circo. Bon, je suis pas un fou de la guerre du tout, hein, je suis un militant de la paix, mais j'ai Dassault dans ma Circo. Et quitte à avoir un tout petit peu de réarmement à faire, au moins, on pourrait peut-être essayer de faire un peu français, quoi, et de pas faire fonctionner le complexe de l'Empire. Même ça, c'est pas possible pour ces gens-là. Ouais, mais justement, ça c'est quelque chose à souligner, c'est que Mélenchon n'a jamais été antimilitariste au sens de l'industrie de défense française, hein. Il avait de très bons rapports avec Serge Dassault. Et d'ailleurs, dans la défense de la souveraineté, il y a l'armée de toute façon et la puissance de projection française. Le problème, c'est l'OTAN. Et là, encore une fois, la France insoumise est le seul parti, je crois, hein, à dire officiellement, enfin un parti médiatique du moins qui présente un candidat actuellement, à dire l'OTAN, on ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, il y avait la vidéo, je crois que c'était Aurélien Saint-Toul, qui essayait de dire on ne peut pas accepter qu'un membre de l'OTAN attaque de manière unilatérale l'Iran, hein, États-Unis contre Iran, et il s'est fait rabrouer en disant mais on doit être solidaire entre membres de l'OTAN. Donc cette question de l'OTAN, elle est extrêmement importante parce qu'elle engage la construction européenne aussi, et le choix de reprendre les commandes en fait du pays, de la France, qui depuis des années est gouverné par un Gauleiter, entre guillemets, mais un représentant d'intérêt de Bruxelles, de Washington. C'était le cas de François Hollande, c'était le cas de Nicolas Sarkozy, et c'est le cas de Macron. Exactement. Et non, tu as raison. Nous, clairement, aujourd'hui, on dit que c'est pas forcément dans la défense qu'il faut investir. Il y a le changement climatique, on pourrait réinvestir dans la diplomatie, etc. Mais on n'est pas non plus on désarme tout demain, on arrête parce que voilà, on prétend diriger la 7e puissance mondiale, on n'est pas complètement fou non plus, on sait que les choses se font pas comme ça. La France doit donner l'exemple, elle doit militer pour du désarmement, pour qu'on n'ait pas une prolifération nucléaire, etc. Mais on doit le faire de manière un peu réaliste. Et donc, oui, tu as raison de dire ça. Moi, j'ai emmené Jean-Luc Mélenchon chez Dassault il y a 6 mois, parce que c'est à Cergy, chez moi là-bas. On a été voir, parce qu'on se dit, voilà, il y a un certain nombre de trucs sur lesquels il faut quand même qu'on soit en capacité de faire. Mais si c'est pour aller payer le tribut à Trump, 5% du PIB, du budget vers la défense pour acheter uniquement américain. Mais par contre, moi, les gars, vous vous démerdez, je m'en occupe plus parce que finalement, moi, je m'entends pas si mal que ça avec Poutine. J'ai autre chose à faire. J'ai envie d'aller emmerder les Chinois ou d'autres que de m'occuper de vous. Donc, vous allez m'acheter les armes. Vous allez continuer à faire la guerre de votre côté et vous m'aurez pas avec moi. Et les mecs applaudissent, ça tous absolument formidable et nous disent qu'il faut continuer plus fort, plus vite. Et Glucksmann, lui, nous dit carrément voilà, quand est-ce qu'on fait la guerre avec Poutine? On le sent très sauté sur son Et puis, j'ai d'ores et déjà fait en sorte, parlant de Trump, j'ai d'ores et déjà fait en sorte que vous vous approvisionniez pas en gaz naturel russe qui coûte genre excessivement moins cher
que celui ou pas excessivement, mais beaucoup moins cher que le gaz naturel américain, auquel on est maintenant en Europe complètement accro, d'autant plus depuis les élucubrations de Trump dans le détroit d'Ormuz, avec ce que ça coûte à la C'est exactement crise ça, et c'est la même énergétique chose sur le mondiale. pétrole. Alexis me posait une question sur l'OTAN, je vais aussi rebondir là-dessus. C'est ça pour le gaz côté russe-Ukraine, côté, voilà, on voit bien pourquoi les Américains veulent qu'on achète leur gaz de schiste plutôt que le gaz naturel russe. C'est ça aussi quand on va enlever Maduro au Venezuela, attaquer l'Iran. Alors c'est moins pour nous, pour les Chinois. Il veut couper l'approvisionnement en pétrole des Chinois, mais forcément, on raréfie le truc et ça devient compliqué. Et on en est à un tel point qu'on est en train d'examiner une loi à l'Assemblée pour voir si on ne va pas aller remettre des puits de pétrole, notamment dans les Outre-mer ou autres, parce qu'on est en fait complètement coincé par ce truc-là. Donc la première chose qu'on fera, nous, si on arrive au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, sur ces aspects-là, on sort de l'OTAN et on fait le renversement d'alliance. C'est quoi le renversement d'alliance? C'est on discute bien davantage avec les Chinois parce que eux, sur la question de la paix, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont envahi aucun de leurs voisins. Ils sont plutôt, il ne faut pas être naïf, mais ils sont plutôt dans, on renforce le multilatéralisme, on réfléchit à comment cet ordre du monde peut tenir. Sur la question de l'énergie, on peut faire toutes les COP du monde. Quand les Chinois commencent à dire, nous, on va électrifier, on passe vraiment au nucléaire, à l'éolien, et tout ça, ça fait 100 fois plus d'effets concrètement pour le climat que toutes les réunions qu'on a pu faire depuis longtemps. Et moi, je crois même qu'il peut y avoir à un moment quasiment une nouvelle guerre froide avec d'un côté des pays qui sont vraiment comme ça sur la transition énergétique, la Chine, peut-être des pays européens si on n'avait pas des gens qui à Bruxelles voulaient absolument plaire à Trump et donc se fâchaient à chaque fois qu'il y a un sommet avec Xi Jinping, on a Ursula von der Leyen qui fait n'importe quoi et qui nous met la honte, et versus l'empire américain archi-pétrolier qui depuis 50 ans, Mélenchon dit souvent, il a raison, tu veux voir où une guerre va partir, suis les pipelines, tu vois. À chaque fois, c'est ce truc-là. C'est l'extractivisme, c'est aller chercher le pétrole, et c'est comme ça que l'Empire, tiens, il va piquer les puits de pétrole un peu partout, il construit des armes, il oblige tout le monde à en acheter, il fait un peu des guerres un peu partout, plutôt au sud, parce que ça, c'est des vies qui comptent pas. Et nous, on continue bêtement de suivre dans ce truc d'autant et à dire, ouais, c'est les Chinois, les méchants, c'est les Russes, les méchants, etc. Nous, on l'a dit. Priorité à ramener la Russie dans le concert des nations européennes. Jean-Luc Mélenchon a été très clair là-dessus. On ne va pas arrêter 2 ou 3 siècles d'amitié entre deux grands peuples parce que aujourd'hui, il y a un problème, un vrai problème. On s'est mal démerdé avec Poutine. Au début des années 2000, il aurait fallu faire, on le sait tous, dans les années 2000, il aurait fallu avoir une diplomatie un peu différente. Il ne fallait pas faire bombarder en Serbie comme ça s'est passé, alors qu'ils pouvaient gérer le truc. Les Russes, ils nous avaient dit, voilà, laissez-nous faire, on est entre orthodoxes, on s'en leur parler, Primakov est dans l'avion, on lui dit, non, on fait demi-tour, finalement, on bombarde. Les gars, ils disent, en fait, ça va pas le faire avec eux là. Enfin, la guerre est terminée. Ils nous disent, venez vers l'Europe, venez vers la démocratie, le libéralisme. On est tous gentils, on est tous beaux. La première chose qu'ils font, c'est de bombarder nos copains orthodoxes dès qu'ils en ont l'occasion. Et puis, on connaît la succession de trucs qui font que finalement, Poutine se dit, il y aura pas d'avenir avec eux à court terme. Et donc, voilà, le truc se tend et on arrive avec des révolutions plus ou moins pilotées en Géorgie, à Maïdan et ailleurs, par les Américains, à la situation qui est celle-là. C'est pas pour ça que je valide quoi que ce soit de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, mais je suis un peu lucide en fait. Je vois l'histoire, comment elle s'est passée, je vois comment l'avenir pourrait continuer si on continue dans cette voie et qu'on se met pas autour d'une table avec une demande de garantie de sécurité mutuelle avec les Russes et avec effectivement des votes. Hein. Il faut des votes en Ukraine. Il faut des votes, il faut des référendums sous haute protection internationale pour voir l'avenir de tel ou tel territoire. On sait très bien qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Et puis, il faut peut-être un vote pour l'élection présidentielle. Combien de temps on va continuer à fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas? Ce type qui n'a plus aucune légitimité populaire, qui tous les 15 jours voit une nouvelle affaire de corruption tomber dans son entourage. On voit bien qu'une bonne partie de l'argent qui est envoyé, il ne va pas tout pour la protection des Ukrainiens. On a tous vu les images de types qui se font enlever dans la rue pour se faire enrôler dans l'armée, qui n'ont plus du tout envie d'y aller, en fait, qui voudraient que ça s'arrête, tout ça. Et non, il faut continuer à alimenter le narratif du bien contre le mal, et le mal, évidemment, étant les Russes, et le bien étant, évidemment, le camp de l'OTAN, en n'ayant même plus les Américains derrière, hein, en n'ayant même plus ça, et en ayant des Allemands qui, eux, réarment pleine balle, 100% américains,
et pas du tout dans un trip européen. Les Allemands veulent reprendre l'hégémonie militaire en Europe, faut le dire, et sans faire un truc hyper alarmiste. En général, quand les Allemands réarment, on regarde sur 150 ans, voilà, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Donc, il faut peut-être un petit peu regarder ça. En tant que fils d'Allemand, je ne peux que renchérir là-dessus. Vas-y, je t'en prie, Alex. Justement, Aurélien, là, tu dis des choses qui sont évidemment de l'ordre des faits, hein, et de l'analyse froide et non partisane. Or, on a affaire à des Nathalie Loiseau, à des Ursula von der Leyen, à des Édouard Philippe, des Gabriel Attal, qui ont choisi la propagande européenne pro-ukrainienne pour dire que c'est notre guerre, qu'on doit aller plus loin, que la Russie est notre ennemi, qu'on est en guerre, c'est ce que dit Macron, hein, une guerre hybride, mais on est en guerre. Et on voit bien que cette propagande, elle s'associe à une censure débridée, hein. C'est-à-dire que pour sauver la démocratie, il faut la tuer. Donc, un bouclier démocratique européen pour empêcher tout débat démocratique. Ce que tu viens de dire, par exemple, pourrait être traité comme de la propagande du Kremlin, c'est-à-dire que tu serais un agent d'ingérence. On a le cas Xenia Fedorova, c'était mon ancienne patronne sur RT France, elle est sur CNews maintenant, elle est russe, et il se trouve qu'elle reprend le narratif du Kremlin, selon les dires, hein, des propagandistes de l'OTAN, et donc on veut lui couper le micro et aussi lui mettre des sanctions comme à d'autres responsables russes. Est-ce qu'il n'y a pas là le début de ce que va être la campagne de 2027, c'est-à-dire empêcher les critiques démocratiques sur le fait que ce serait des ingérences pilotées de l'étranger? On risque d'avoir ça, c'est très clair. Pourtant, les seules ingérences aujourd'hui véritablement documentées dans la période récente, c'est plutôt les ingérences d'Elnet et d'Israël contre la France insoumise, hein. Ça, c'est documenté, c'est prouvé. On a le gouvernement français qui ne fait absolument rien, qui est très embêté, mais qui ne peut pas le contester non plus parce que c'est incontestable en réalité. Et donc, effectivement, on voit bien qu'ils vont essayer, encore une fois, d'inverser le truc. Mais bon, il faut regarder, encore une fois, moi, je suis un militant de la paix, enfin, il y a aucun débat là-dessus. Mais les Français sont pas dupes, hein. Les Français, ils sont solidaires. Dans un premier temps, ils voient, voilà, quelqu'un quand on envahit son voisin, il dit bon, on va essayer de filer un coup de main et tout. Mais là, les gens, ils voient bien que tout ça, ça n'est plus du tout le sujet, que en réalité, c'est un truc qui est complètement enquisté, que les Ukrainiens non plus n'en veulent même plus, et eux voient bien aussi que on va pas pouvoir continuer éternellement, parce qu'après, on sait le coup qu'ils vont nous faire. Pourquoi Attal et tout ça, ils font ça? On va à fond dans le conflit, ça va permettre de relancer la démographie, ça va permettre de ci, ça va permettre de ça. Mais une fois qu'on aura un budget de la défense qui va exploser toutes les dépenses et qui ne va servir, encore une fois, qu'à faire tourner l'industrie militaire américaine, on va nous expliquer il n'y a plus d'argent. Et on était déjà bien endettés. Donc, les gars, il va falloir bosser un peu plus, hein, parce que vous ne foutez pas grand-chose, les Français. Donc, il va falloir bosser jusqu'à 65, 67, 70 et puis faire des gamins, pour aller alimenter cette saloperie de guerre. Et notamment, on va nous faire le coup, donc, effectivement, à l'Est, absolument, c'est notre guerre. Regardez, ils arrivent, Poutine, ils vont nous envahir. Alors, il faut savoir, un coup, il perd la guerre. Un coup, il est prêt à tellement gagner qu'il va envahir l'Ukraine, l'Allemagne, la Pologne, la France. C'est demain, les chars sont à Paris. Donc, en fait, on voit bien que tout ça, c'est un narratif qui leur permet de servir leur modèle, à savoir envoyer les gamins des classes populaires, donc moi je fais partie à la base, plutôt que de faire des études, les envoyer tous travailler très vite, dans les pires conditions, jusqu'au plus tard possible, pour alimenter un système de merde, le néolibéralisme sous coupe américaine. Et donc ça, il faut pouvoir le dire. Et si on veut nous faire passer pour je ne sais quels agents d'étrangers, je crois qu'on va avoir du mal, parce qu'encore une fois, pas prendre les Français pour des idiots. Ils se rendent très bien compte. Et quand on voit les enquêtes aujourd'hui de soutien à cette guerre en Ukraine, elles baissent de jour en jour parce que les gens sont pas dupes. Ils disent sur le moment, il fallait certainement filer un coup de main, faire quelque chose. Maintenant, c'est bon. Tout le monde a compris que ce truc-là, en fait, c'était pas quelque chose dans l'intérêt des peuples, ni même du peuple ukrainien, et que c'était encore une fois quelques puissants qui, pour diverses raisons, voient bien l'intérêt de continuer à alimenter ça. Et effectivement, c'est facile après de montrer du doigt celui qui ose tenir un discours de vérité. Mais bon, à la France insoumise, on en a vu d'autres, donc on ne va pas lâcher. Mais là, c'est Bastien Lachaud qui dénonce French Response, hein, les influenceurs macronistes de French Response, qui sont censés relayer la parole du Quai d'Orsay sur les réseaux sociaux et qui, en fait, utilisent leur surface médiatique avec l'aide de l'État pour attaquer les responsables de la France insoumise. Bastien Lachaud
Mélenchon en l'occurrence, et qui répondent avec de l'agressivité, avec le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, qui en rajoute, etc., parce qu'ils sont pris là la main dans le pot de confiture. On voit très bien que c'est encore un nouveau fonds Marianne qui est en train de se profiler avec ce truc-là, French Response, monté par Jean-Noël Barrot, pour faire troll sur X. Et en fait, au lieu de relayer la parole de l'État, c'est une officine politique. Ouais, et ta comparaison, j'adore, j'y avais pas pensé, mais c'est exactement ça. Moi, tu sais, Oui. tu l'as dit au début, je suis en commission des affaires étrangères à l'Assemblée et j'avais vu le truc au moment du budget. Il n'y a plus rien qui augmente pour le budget de la diplomatie. Au contraire, c'est des coupes en permanence. Il y a 2 lignes qui avaient augmenté. Moi, j'avais fait gaffe, c'est mon boulot de regarder ça. Il y avait pour le sommet du G7, parce que c'était en France et Macron voulait quand même, voilà, tu vois, tu comprends, il faut quand même qu'il fasse 2-3 petites bouffes à l'Élysée qui ont un peu d'allure. Donc, il fallait mettre 10 millions de plus pour le sommet du G7, que d'ailleurs on a décalé parce que Trump a un tournoi de MMA. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et il y avait un deuxième poste qui était la communication vers l'extérieur. Et quand je voyais les montants, je dis oulala, ça va être pour quelques copains. Tu vois, je vois Havas revenir, je vois je sais pas qui revenir, parce que quand on augmente comme ça, et c'est les syndicats du ministère des Affaires étrangères qui m'avaient alerté. Il m'a dit, monsieur le député, faites gaffe, nous on n'est pas bêtes, on sait qu'une ligne comme ça, quand elle augmente communication à l'extérieur, et c'était ce truc de French Response, ça va pas être pour nous, hein, ça va pas être pour renforcer le ministère, les diplomates et compagnie, hein, ça va être pour quelques boîtes qui font effectivement ça, et on va se rendre compte à la fin que les mecs ont fait 3 tweets qui ont touché 4 personnes, parce que le fonds Marianne, c'était à peu près ça, et que ça nous aura coûté je ne sais pas combien. Et tu as raison, sur le fond, parce que là, je présente un peu, enfin, c'est pas si drôle, mais je le dis avec un peu de l'humour, sur la forme, mais sur le fond, en plus, c'est très grave. Ils attaquent Bastien sur un sujet où, là encore, exemple parfait d'antipatriotisme, notre ministre préféré avec sa casquette Trump et qui bossait pour les think tanks néocons pendant des années, là, Benjamin Haddad, vient nous expliquer que c'est anti-français de défendre la position qui est celle de la France sur Taïwan depuis De Gaulle. Hein, à savoir qu'il n'y a qu'une Chine, c'est ce que dit le droit international et l'ONU, c'est ce qu'a dit le général de Gaulle et c'est ce qu'ont dit tous les présidents successifs français depuis des décennies, mais quand c'est Mélenchon qui le dit, c'est anti-France. Voilà, donc on est exactement dans ce que je disais au début. C'est véritablement eux qui servent, encore une fois, la soupe des autres, parce qu'une fois qu'on aura terminé l'Ukraine, si jamais il y avait le moindre tension, alors j'ai l'impression que Trump n'est pas dans ce délire, donc tant mieux, il a l'air d'avoir plutôt levé le pied sur la question de Taïwan. Mais s'il y avait eu la moindre tension, ou si les démocrates reviennent demain au pouvoir pour une raison ou pour une autre, ça va être ça tout de suite. Ça va être, allez, on va aller mettre, rappelez-vous le déplacement de Nancy Pelosi à Taïwan pour aller limite provoquer, etc. Donc, on va essayer de nous emmener dans le délire. Olivier Faure était à Taïwan, alors bon, c'est passé inaperçu, mais c'était la même provocation. Pareil, d'ailleurs. Et puis, on a oublié la généalogie de Taïwan, parce qu'en fait, moi, ce qui me paraît hallucinant dans cette histoire, c'est quand on regarde d'où ça sort Taïwan. Taïwan, c'est la retraite d'un État, des Chinois nationalistes dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale. Donc, en fait, c'est une sorte de retraite vichiste dans un pays voisin. Donc, c'est quand même extraordinaire aujourd'hui d'avoir un problème avec l'idée que Taïwan fait partie de la Chine. En fait, quand tu recontextualises, c'est grotesque. C'est un peu comme si on avait laissé les pétainistes et les collabos plutôt que d'aller à Schwerin en Allemagne, en Corse, et que les mecs, on leur avait dit non, mais maintenant vous êtes là depuis 70 ans, vous pouvez faire un pays, les gars. Enfin, non, mais voilà. Honnêtement, en tout cas, de ne pas en parler aujourd'hui, c'est vraiment grotesque. De ne pas tirer la corde jusqu'au bout, ça n'a aucun sens. Parce que dès que tu remets ce contexte, tu te rends compte que c'est vraiment une position hallucinante qu'ont eu certains à droite, à gauche depuis des années, alors que la position, comme tu le dis, de Gaulle à Mélenchon aujourd'hui, elle tient la route. C'est une vraie position gaulliste. Par rapport au fait que ces discours belliqueux qu'on entend venir d'un peu partout, enfin de cet extrême centre sous toutes ses différentes facettes, soit une réponse à une crise de légitimité des gouvernants européens, je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que c'est pas par hasard que les codes de popularité de Merz, de Starmer, de von der Leyen, de Macron, etc., sont dans un état absolument lamentable, que cette guerre, elle sert notamment à faire en sorte qu'on ne regarde plus cette crise de légitimité dramatique des dirigeants européens. Il faut que je parle d'un truc, Aurélien, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, et toi et moi,
nous étions plutôt pro-Bruxelles. On voulait, on voulait envoyer plus de pouvoir délégué à Bruxelles. Moi, je peux parler peut-être après ou pas forcément aujourd'hui de ce qui m'a mené à changer. Mais de ton côté, c'est quoi qui a été la réalisation qui t'a fait prendre conscience du fait que l'Union européenne a toujours été un projet de vassalisation vis-à-vis des États-Unis. Toujours, en réalité. En fait, c'est par la rupture avec les États-Unis que j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait rien d'internationaliste dans l'Union européenne telle qu'elle est construite. Moi, ma naïveté, elle est venue de là. Je suis un mec qui vient de la gauche. Je suis toujours de gauche d'ailleurs, mais j'ai fait un saut, je vais en parler puisque tu me poses la question, j'ai même fait un saut jusqu'à chez Macron en 2017. Et donc, j'avais l'internationalisme vraiment chevillé au corps, je l'ai toujours d'ailleurs. Et c'est en réfléchissant là-dessus que je me suis dit, mais c'est comme ça en fait que j'atterris chez Mélenchon. Je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas en fait, parce que tu es antiraciste, tu es internationaliste, mais tu vois bien qu'à chaque fois, les Américains, la guerre en Irak, c'est le truc des néocons, et c'est pas très conséquent d'être internationaliste sans dénoncer ce truc-là et voir la responsabilité des États-Unis. Un peu plus tard, la guerre en Libye avec Sarkozy. Bref, ensuite, Hollande au Mali. À chaque fois, un bordel pas possible. Toujours pareil, toujours chez les Arabes et les Noirs pour aller vite, quoi, au Moyen-Orient, en Afrique. Et à chaque fois, je me dis, mais toi parce que moi j'ai toujours eu ce truc, mais comment on fait la solidarité entre les peuples du nord de la Méditerranée, du sud de la Méditerranée? Il y a un destin commun, on vient tous de là, c'est évident qu'il faut faire le truc. Et à chaque fois, je vois que ceux qui foutent le bordel, ceux qui créent de la guerre, ceux qui déstabilisent, qui mettent les peuples et les pays en l'air, c'est toujours les Américains. Et quand on regarde effectivement les positions de la plupart de nos partenaires européens, allemands, les Hollandais, c'est la caricature totale, Tony Blair à l'époque, etc. Les mecs sont tous hyper alignés sur les États-Unis. Et les seuls qui avaient un peu un discours différent, jusqu'à Villepin, jusqu'à machin, sous Chirac, etc., c'est les Français. Donc tu te dis, il y a un truc qui ne va pas. Et tu réétudies ton truc de près, et en fait, tu te rends compte que l'Union européenne, globalement, c'est la fondation Ford et 2-3 trucs américains qui financent ça au départ parce que justement, il faut calmer le petit général de Gaulle qui risque d'avoir un peu trop d'appétit d'indépendance par rapport aux États-Unis d'Amérique, qu'il faut faire gaffe à ce que jamais, à l'époque, les communistes peut-être gagnent en France, etc., que les Russes arrivent et je ne sais quoi. Et tu tires le fil et tu te dis, putain, je me suis planté, mais grave planté. Pas un petit peu, je me suis vraiment planté. Alors, au départ, c'est des bonnes intentions, tu vois. Moi, je vois le projet européen, je me dis, c'est pas une espèce de technocratie au service de l'Empire, c'est le truc des peuples européens ensemble, etc., l'humanisme, machin. Et maintenant, je vois une Europe frontière contre les migrants et les réfugiés. Moi, j'ai toujours été un gars qui me suis battu pour qu'on ait un minimum de tradition d'hospitalité parce que c'est notre histoire et qu'on en est fier. Ça va pas du tout. C'est plutôt la guerre que la paix parce qu'on a des pays qui laissent créer un commissariat européen à la défense et on nous explique qu'il faut lever de l'argent ensemble pour aller, encore une fois, acheter des flingues aux États-Unis, les filer en Ukraine. D'ailleurs, on se pose jamais la question de ce que vont devenir toutes ces armes. À la fin de ce conflit, l'Ukraine sera le pays le plus armé d'Europe. Ça va être terrible. Rappelons-nous un peu à l'époque des Balkans, le conflit en Yougoslavie, les armes de guerre qu'on trouve aujourd'hui dans certains quartiers, etc. Ils vont les acheter là-bas, les gars, parce qu'il y en a tellement à... Et donc, faut réfléchir un petit peu aussi aux conséquences qu'il va y avoir. Et donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, bon, ok, en fait, la France, et c'est là où tu redeviens, mais vraiment, mais patriote de chez patriote, combien même tu es internationaliste. Et c'est d'ailleurs la fusion entre les deux qui fait que tu n'es pas... qui fait que tu es à la France Insoumise, par exemple. Tu vois, nous c'est vraiment nos deux jambes. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis venu à me dire ça. Je me suis dit, l'anti-impérialisme est la mère de toutes les batailles. Et Mélenchon, c'est son point de départ. C'est son point de départ. Le reste, après, on réfléchit, on discute, on adapte. On réinvente le truc en fonction des problématiques du temps. Mais le point de départ, c'est la rupture avec l'Empire américain. Sinon, t'es coincé. T'es coincé dans ta mondialisation néolibérale, t'es coincé dans ton ordre géopolitique tel qu'il est occidentaliste, t'es coincé dans tous ces trucs-là qui font qu'en fait, t'as pas de changement possible. Mais le premier truc à faire quand on arrive, c'est effectivement de rompre avec ça. Et moi, j'ai compris à ce moment-là que c'était vraiment ça, la matrice de Jean-Luc et de l'AFI. Et je me suis dit, en fait, c'est là où tu dois aller si t'es vraiment internationaliste et antiraciste et que tu veux vraiment que ça bouge dans ce monde qui est encore aujourd'hui bien trop pourri par rapport à ce qu'on pourrait en faire, qui serait bien plus sympa. Un autre monde est possible, dit le slogan de la France Insoumise.
Mais justement, là, il y avait l'occasion, comme jamais, hein, de rompre avec l'empire américain. C'est 2 mandats de Trump. Alors le premier, effet de surprise, on va dire. Bon, il se passe pas grand-chose. Le deuxième, on sait quand même à quelle sauce on va être mangé. Que font les dirigeants européens? Bah, ils se raccrochent en fait au reste des néoconservateurs démocrates qui sont venus se réfugier en Europe, et ils essayent quand même de tenir 4 ans en faisant le dos rond pour que ça reprenne de plus belle quand Trump, ne pourra pas se représenter, d'ici 2 ans. Donc c'est lamentable. Et derrière, ils font croire qu'ils veulent une Europe puissance, qu'ils veulent une Europe indépendante. Ils parlent de souveraineté européenne. Alors j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est, encore une fois. On voit bien que ce sont des gens sous influence qui doivent leur carrière en fait au cercle atlantiste. Tous, hein, il n'y en a pas un qui n'est pas passé par la trilatérale, par le Bilderberg, par les Young Young Leaders de la Leaders. French American Foundation, exactement. Et donc, ils sont l'ingérence même. Or, pour eux, le risque, c'est l'ingérence algérienne, chinoise, russe, mais ils ne voient pas l'ingérence israélienne ni l'ingérence américaine, puisque pour eux, c'est normal, ils viennent de là. C'est ça, en fait, le problème. Comment on renouvelle ces élites qui font tout pour s'accrocher au pouvoir, qui vont sans doute saboter l'élection de 2027 par le DSA et les lois européennes qui sont devenues des lois CELRAT? Ces gens-là sont dangereux pour la démocratie. Oui, oui, complètement. Et bon, j'en avais parlé à Félix, il sait, mais la caricature est poussée en ce moment par des mecs comme Frédéric Martel, là, son bouquin Occident. C'est marrant ce que tu viens de dire, tu as cité tous les pays qu'il essaie de défoncer dans son bouquin, en n'ayant jamais d'ailleurs une ligne sur pourquoi il pourrait y avoir quelques incompréhensions ou quelques trucs. Hein, accessoirement, on a colonisé la moitié des pays dont il parle. Accessoirement, enfin, il y a quelques éléments qui pourraient peut-être faire que effectivement, il y a besoin de rediscuter un peu avec les Algériens pour que ça se passe bien. Il y a besoin de les Chinois, à force qu'on les. Enfin, voilà, c'est tout ça. Non, effectivement, le vrai problème et la vraie oligarchie antidémocratique, elle est de ce côté-là. Il n'y a pas de doute. Hein. Nous, on dit qu'ils dégagent tous. C'était le coup de balai en 2012. Enfin, Jean-Luc réinvente la formule assez souvent, mais c'est bien d'eux qu'on parle parce que on a une presse mainstream, des écoles de formation pour notre super future élite, etc. Toutes ces institutions-là qui sont complètement cornaquées, effectivement, par une idéologie bruxelloise complètement vassalisée aux États-Unis. Et on en arrive à quelque chose qui, effectivement, est quasiment de l'ordre de la non-démocratie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais parce que tu n'as plus rien d'autre. Et comment on fait? On fait déjà ce qu'on fait là. On trouve des espaces où la parole est libre pour essayer d'avertir nos concitoyens. Ça marche quand même de plus en plus, on le voit bien tous. Faut plus trop se préoccuper de toute façon de ce qui se raconte sur les plateaux de France Info. Il y a 20 000 gus qui regardent ça. On a plein d'autres moyens aujourd'hui de parler aux gens. Et effectivement, on essaye aussi de trouver soit des gens qui peut-être, comme Félix ou moi, ont cotisé à ça, mais sont revenus du système, peuvent témoigner, peuvent apporter une expérience, etc. Soit tout simplement des gens qui n'ont jamais été là-dedans, qui sont ce qu'on appelle nous par exemple la Nouvelle-France, mais enfin peu importe, on s'en fout, juste des gens qui viennent vraiment du peuple, quoi, à qui on la fait pas, qui perdront pas leur but premier, qui est de défendre les gens à côté de chez eux, d'où ils viennent, et quel que soit d'ailleurs, voilà. Mais vraiment, on en parlait, les terroirs, la France, le peuple, etc. Et pas les intérêts de quelques multinationales, pas les intérêts du complexe militaro-industriel américain, etc. Et je pense que c'est en train de prendre de plus en plus. Et tu disais tout à l'heure, les beaufs et les barbares, tout ça, tu peux retrouver finalement le même raisonnement quasiment, même chez des mecs qui vont voter, vont aller contre nous parfois, tout en face, RN, etc. Dans une certaine France un peu profonde pour différentes raisons, on arrive moins pour l'instant à se faire comprendre auprès de ces publics-là. Et moi, les gars, à Cergy ou ailleurs, ou en tout cas dans l'électorat de la France Insoumise, il y a d'une manière générale, il y a un vrai débat qui cristallise malheureusement sur, et avec ce poison du racisme sur qu'est-ce que le peuple français. Mais de toute façon, il y a quand même de plus en plus de gens qui veulent d'abord parler du peuple français. Après, il y a bagarre sur qui est le peuple français ou pas. Mais sur le reste, déjà, il y a un constat. Il y a plus grand monde qui a envie que cette extrême centre, cette oligarchie continue, parce que ça, on sait que de toute façon, c'est anti-peuple français, quelle que soit la couleur ou le nom qu'on lui donne. Ça, c'est clair. Bon, moi, comme tu sais, Aurélien, j'ai carrément été le fondateur et l'organisateur d'un truc qui s'appelait les Dîners de l'Atlantique. Donc, bon, voilà, je sais de quoi on parle. Ça aurait sans doute dû s'appeler d'ailleurs les Dîners de l'Atlantique Nord. Ça aurait été peut-être un peu plus honnête. Mais passons. Ces cercles, moi, je les connais de l'intérieur. Le siècle,
tu vois, le Bilderberg français, ça existe. Hein. Je veux dire, on a toutes ces organisations. Vous parliez de la French American Foundation. Moi, j'ai candidaté pour être le directeur de ce machin. Bon, je me suis fait envoyer paître. Mais bref, je les connais bien, ces institutions. On sait le poids qu'elles pèsent dans la conversation française. Je vois bien qu'elles sont... Il y a un côté où c'est de plus en plus problématique de faire partie de ces cercles, et en même temps, ces cercles continuent d'exister. Et bon, je me rappelle d'un ouvrage qui est sorti dans les années 60 qui montrait déjà, qui pointait du doigt le problème de l'ultra-centralisation de la France et de ses élites, le Paris et le désert français, ça s'appelait. Bon, comme quoi, le diagnostic n'est pas nouveau. Comment est-ce qu'on met fin à ces, on va pas interdire le siècle. Alors comment on le marginalise? Écoute, d'abord je vais vous faire un tout petit témoignage. Moi, j'ai essayé la méthode douce. Je suis un gamin qui vient des classes populaires. Ma mère était agent hospitalier, mon père cantonnier. Bon, j'étais décrocheur scolaire, j'ai fait un apprentissage de plomberie. J'ai repris une fac de droit avec une capacité en droit. D'ailleurs, je pourrais plus aujourd'hui, avec Parcoursup, faire ce que j'ai fait, et ce qu'ont fait les macronistes. Je me suis retrouvé à m'engager dans le syndicalisme étudiant. Puis après, j'ai eu un parcours un peu classique qu'on peut avoir à cette époque-là, à gauche, PS, etc. Et je me retrouve en cabinet ministériel à 30 ans. Totalement imprévu. Je suis une anomalie dans le système. J'ai pas fait les grandes écoles. D'ailleurs, c'est marrant de regarder pourquoi je me retrouve, parce que il y a deux trucs marrants à dire là-dessus. Je me retrouve conseiller en charge de l'hébergement d'urgence pour les sans-abri et les migrants, tout ça, au ministère du Logement. C'est Sylvia Pinel à l'époque. Elle me prend parce qu'elle, bizarrement, elle est un peu hors système aussi, dans le sens où elle n'a pas fait les grandes écoles. C'est une nana du Tarn-et-Garonne. Elle ne connaît pas très bien les élites parisiennes, et donc elle ne sait pas constituer son cabinet de toute cette petite faune parisienne. Et donc, je tombe sur sa route et je lui raconte mon parcours, et elle est un peu touchée parce qu'elle aussi, elle est ministre, mais elle n'a pas fait l'ENA, tout ça. Et donc, elle me récupère. Et pourquoi le poste est libre? Parce qu'évidemment, pour nos amis polytechniciens, énarques et tout, les clodos, les migrants et tout, c'est pas très noble. Donc, il y a un poste de conseiller ministériel libre. Déjà, ça dit quelque chose. Mais une fois que je me retrouve là-dedans, je vois comment ça se passe. Je vois à quel point on me demande de renoncer à tout ce que je suis, à me mettre dans le moule. Je vois qui pèse vraiment, et c'est pas tant les députés, les maires, et tout ça, un peu, mais ce qui pèse vraiment, c'est ces hauts fonctionnaires, en fait, c'est ces préfets, en fait, qui ont piqué la politique. Compliquer la politique, pourquoi aussi? Parce que les politiques ont laissé ce truc-là. Hollande, ils sont quasiment venus faire allégeance devant ces hauts fonctionnaires en disant « Allez-y, dirigez la France », parce qu'en plus, le socialiste, ils avaient un petit complexe d'infériorité par rapport à ça. Ils arrivent au pouvoir, donc ils veulent se faire bien voir des milieux de l'argent, des milieux de la haute fonction publique, des milieux du pouvoir, parce que ça reste quand même que des socialistes. C'est pas tout à fait. Barouin disait ils sont entrés par effraction. Alors maintenant, ça nous fait marrer de dire ça, mais il faut quand même se rappeler de ça. Il faut quand même se rappeler que ces mecs-là, à la base, eux-mêmes sont un petit peu vus comme étant déjà, bon, c'est tout ce qu'on tolère, hein, parce qu'on n'ira pas plus loin. Donc Hollande, il y va à fond. Parce que lui, il rêve que de ça, il veut être dans ce milieu-là, il veut être adoubé par ces milieux-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est fasciné par le petit Emmanuel Macron, qu'il rencontre, bien plus que par je sais pas, on va parler que des Mireille aujourd'hui, militante PS à Limoges, dans sa section, elle un peu honnête, qui pense à son grand-père qui était à la SFIO, ou je sais pas quoi. Ça, il en a rien à foutre. C'est les sans-dents, ça. Ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le petit Emmanuel Macron et ses copains de chez Rothschild. Et donc, il a ce complexe-là. Et en fait, les mecs, ils vont à fond. Et moi, je vois ça de l'intérieur dans mon cabinet, là où je suis. Et je dis, putain, mais ça va jamais marcher, en fait. Et donc, à ce moment-là, l'histoire de la vie fait que je me retrouve à ce qu'on me propose d'être député Macron. Et je vous jure que c'est vrai, messieurs, le type qui m'emmène là-dedans et Séjourné, Stéphane Séjourné, parce qu'on se connaissait, de la jeunesse, etc. Il me propose ça. Je lui dis, écoute, j'ai une question à te poser. Ton gars, je vois bien que, bon, un peu libéral, tout ça, ça va pas trop être mais bon, c'est tout nouveau. Peut-être qu'on peut orienter un peu le truc au départ. Bon, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est un mec qui fait de la politique, ou est-ce que c'est un inspecteur général des finances, un technocrate, un mec est-ce que c'est un mec qui pense un peu? Il se dit de Ricoeur, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment ça chez lui? Parce que bon, ça, moi, je suis un peu curieux, tu vois, ça m'intéresse. Voilà, je suis naïf, tu vois. Je me dis, si vraiment le mec, il est dans les idées, tout ça, il y a quelque chose à en tirer. Ou est-ce que c'est un espèce de techno IGF bruxellois? Bon, j'ai évidemment eu la réponse très, très vite. Je me suis tiré au bout de moins de 2 ans de là-dedans. On avait fait un groupe, là, dissident. Et petit à petit, voilà, je suis arrivé jusqu'à chez Jean-Luc et à la France Insoumise. Mais j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas moyen de changer le truc de l'intérieur. C'est pas vrai. Donc, pour répondre à ta question, il faut foutre le truc en l'air.
Alors attention, il ne faut pas que je dise ça comme ça, parce qu'on va dire que je veux foutre la République en l'air. Non, pas chez vous les interviews, elles sont honnêtes. Mais il faut passer à la 6e République. Il faut effectivement en finir avec cette 5e République, Ouais. mais pour plein de raisons. Mais en priorité, moi qui ai été conseiller ministériel, etc., je le dis, parce qu'il faut reprendre le pouvoir à cette haute administration, toute inféodée à Bruxelles, toute atlantisée de l'esprit, et qui a un poids absolument dingue sur la décision. Les ministres macroniens n'ont servi absolument à rien pendant 9 ans. Aujourd'hui, tous les trois, on serait incapables de citer le gouvernement en entier. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il ne pèse rien. Et en fait, ce qui s'est passé, moi j'avais utilisé ce terme, on s'en fout, mais voilà, j'avais parlé de césarisme technocratique. Macron, c'est vraiment César qui s'appuie sur les hauts technos, qui dirige en direct avec les hauts fonctionnaires. D'ailleurs, c'est le seul mec qui faisait passer des entretiens individuels, c'est le seul président de la République qui a fait ça, à faire passer des entretiens individuels à ses directeurs d'administration centrale, parce qu'il n'en a rien à faire des ministres, ça c'est juste parce qu'il faut bien mettre des gus, mais il dirigeait directement avec la haute fonction publique en ligne directe, et il les choisissait, et il voulait… Sarkozy faisait déjà ça. Hein. Ouais, bon, peut-être alors. Sarkozy faisait déjà ça, mais oui. Tu vois, et là, ça va jusqu'au bout. C'est vrai, mais tu vois, même Sarkozy, je ne vais pas défendre Sarkozy, enfin, franchement, je me suis construit en politique contre ces gars-là et tout, mais tu es capable de dire des ministres quand même, tu es capable de dire des gens qui avaient un peu de… Je sais pas, moi, tu te rappelles d'une Dati, tu te rappelles de… Voilà. Macron, tu te rappelles même pas de ça. Ils ont été jusqu'au bout de la logique de ce que c'est cette technocratie au pouvoir. Et donc, si on veut sortir de ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut passer à autre chose parce que sinon, mener des politiques de rupture dans différents domaines, tout à l'heure, on parlait de politique étrangère. Même Macron a reconnu qu'il y avait un état profond dans la politique étrangère. Même Macron a fini par dire, quand j'ai voulu, parce que vous savez, il a beaucoup bougé ce garçon, donc à un moment, il essayait des choses un petit peu gaulo-mitterrandistes, après il est vite revenu à la maison, mais même quand il a voulu essayer ça, il a dit, non, il y a un état profond, j'arrive pas à le faire, les diplomates vont me coincer. Donc même lui, il le reconnaît, ça a fini par le happer d'une certaine manière. Donc effectivement, il faut virer tout ça, il n'y a pas 50 solutions, changer de république et redonner le pouvoir au peuple et à ses représentants, mais surtout au peuple. Donc, il faut des représentants qui ne puissent pas faire ce qu'ils veulent et qui soient liés à la souveraineté du peuple. C'est le mandat révocatoire et tout ce qu'on propose dans la 6e République. Et il faut redonner le pouvoir aux assemblées, aux pouvoirs locaux, tout ce que tu veux, au référendum, aux RIC, aux gens, mais en finir avec cette espèce de mainmise de l'énarchie sur les politiques publiques françaises. Justement, il y a un truc quand même où là, l'État profond a été très malin, c'est qu'il a externalisé, il a créé la technocratie profonde de Bruxelles, qui est vraiment le supplétif, puisque toutes les lois CELRAT viennent de la Commission européenne, et c'est l'excuse de dire on doit faire comme nos amis en Europe, etc. etc. On voit qu'il n'y a même pas, d'ailleurs, c'est même pas un régime démocratique, puisque c'est nommé puis validé par le Parlement européen, qui est baroque, qui est là pour décorer. Et on voit bien aujourd'hui que ça fonctionne comme ça. Comment faire pour s'en débarrasser et c'est quoi la position de la France insoumise aujourd'hui sur la question européenne? C'est-à-dire, on avait le plan B en 2022, on a le Frexit qui est sur la table. Qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de ce projet suicidaire millénariste qu'est l'Union européenne? Bon, je pourrais te répondre, voilà, on sort et tout. Et d'ailleurs, la position, elle est légitime. Enfin, voilà, on peut en discuter. Nous, il nous semble que là, tout de suite, du jour au lendemain, dire ça aux gens, ce serait un petit peu leur vendre du rêve et que c'est pas si simple que ça quand même. Mais commençons par faire des choses très concrètes. Commençons par désobéir immédiatement à tous les traités qui vont à l'encontre des intérêts de la France. Nous, on l'a dit, au pouvoir, on ne se laissera pas enfermer par l'ordolibéralisme de Bruxelles. On désobéira. Si on veut faire plus de 3% de déficit parce qu'on estime qu'il faut les faire pour certains de nos trucs, on le fera. Si on estime que jamais on acceptera de cotiser finalement à ce que nous est demandé, par exemple, par von der Leyen et Trump, d'avoir les 5% de PIB de défense, d'avoir un commissaire européen à la défense et tout ça, on refusera systématiquement tout ce qui peut finalement faire qu'en matière de politique de défense, de politique étrangère, on donne la moindre légitimité ou compétence à l'Union européenne. On sortira de l'OTAN, on fera les renversements d'alliance. La France retrouvera sa voix souveraine qu'elle a quand même été capable d'avoir pendant longtemps, y compris dans l'Union européenne. Le minimum, déjà, c'est de commencer par faire ça. Puis après, on verra où ça nous mène. Mais le début, c'est ça, parce qu'après, il y a l'euro, il y a tout ça. On voit bien quand même que c'est pas si simple. En tout cas, nous, c'est ce qu'on croit. Mais déjà, même à cadre constant, tu n'es pas obligé d'être un caniche, en fait. Tu peux dire aux Allemands d'aller se faire voir. Et vous savez très bien que Mélenchon ne va pas se priver, s'il est président de la République demain, de le faire. Tu peux dire aux Américains d'aller se faire voir. Parce que c'est ça le problème. En fait, on prend le truc un peu à l'envers, nous.
qu'est-ce qu'est le problème de l'Union européenne? C'est ce truc-là, en fait. C'est le fait que ce soit quelque chose qui soit quasiment consubstantiel de la politique des États-Unis. C'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de démocratique, il n'y a pas grand-chose de démocratique là-dedans. Effectivement, s'il y avait vraiment un parlement souverain, des peuples, je ne sais pas quoi, on pourrait réfléchir au truc. On reviendrait à ce que je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui ont un peu une fibre internationaliste, pourquoi pas regarder le truc et tout. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut s'entendre avec quelques pays, peut-être qu'on peut regarder ci ou ça dans tel domaine avec les copains italiens, espagnols, je ne sais pas quoi. Enfin, pas l'Allemagne parce que ça va être difficile, parce qu'eux, ils ont vraiment quelque chose qui est complètement inféodé aux États-Unis. Et puis, ils ont aussi surtout une rivalité avec nous. Hein. Il n'y a que Macron qui croit que les Allemands veulent faire le char du futur avec nous. Il n'y a que Macron qui croit que, voilà, ils n'en ont rien à faire, les gars. Ils veulent juste nous dépasser, nous doubler. Pour l'instant, ils la ferment un peu parce qu'en matière militaire, ils n'ont pas l'hégémonie, c'est le dernier truc qu'ils n'ont pas. Mais le jour où ils nous ont rattrapé là-dessus, on est cuit. Et lui, tout ce qu'il pense à faire, c'est de partager la bombe nucléaire avec eux, les Finlandais et tout le reste. Donc, on peut mener une autre politique, même dans ce cadre-là. On peut désobéir à tous les traités qui ne nous plaisent pas. Il n'y a rien qui nous oblige à payer les amendes à Bruxelles. Il n'y a rien qui nous oblige à… Voilà, on peut faire le bras de fer. Et puis après, on verra où ça nous mène et on verra si ce projet a encore du sens. Comment… à mon avis, il y a pas mal de gens qui, si on fait ça, qui vont suivre. Dans l'Union européenne, il y a pas mal de pays. On pourrait aujourd'hui, avec les Espagnols, avec d'autres, avoir des visions un peu plus convergentes et on verra comment ça se redessine. C'est un peu ça que nous, on essaiera de faire si on est là. Non, tout à fait. Changer de république, ça paraît être en effet une des solutions pour sortir de l'influence de l'État profond à la française. Mais c'est, comment dire, si la psychologie quelque part de nos élites et en fait de notre inconscient collectif ne change pas, eh bien, en fait, ils vont retomber sur leurs pattes d'une manière ou d'une autre, etc. Et une des initiatives auxquelles on travaille avec Alexis, c'est l'idée qu'il y a une chose, on vient de recevoir d'ailleurs Mathias Desmet, ça va bientôt passer, un type qui a écrit un livre sur la psychologie du totalitarisme. En fait, il y a un truc pour mettre en défaut les récits dominants aujourd'hui et l'influence de la propagande d'État, c'est de faire en sorte que les gens se connectent les uns aux autres, quelle que soit leur sensibilité politique, leur géographie, leur revenu, etc. Et en fait, d'avoir des conversations, avant d'entrer dans le vif du débat politique, qui soient des conversations où les gens peuvent s'apprécier, s'appréhender juste en tant qu'être humain. La base. Il se trouve qu'avec Alexis, donc on est en train d'avancer sur ce projet. On vient de faire une réunion d'un groupe comme ça. Bon, alors on l'a fait à l'international. Avec toi, on en a fait plusieurs il y a quelques années, Aurélien. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du rôle que peuvent jouer ce type d'initiative dans le jeu démocratique pour faire en sorte justement de transcender les limites de cet état profond dont on n'arrive pas on a beaucoup de mal à se débarrasser? Bien sûr. Non, ce type d'initiative est hyper importante. Moi, je crois que ça peut paraître naïf, mais moi, j'y crois profondément à ce que je vais dire et je crois vraiment que ce type d'initiatives qui permettent de connecter les uns aux autres sont utiles. Je pense que si les gens se connaissent un tout petit peu, il y a plein de trucs qui sont plus faciles. Aujourd'hui, alors le truc le plus évident, le plus caricatural dans le débat, ce qui sature le débat, c'est bon, on le dit tous, celui qui est dans son village, qui a jamais vu un immigré, mais qui vote parce qu'à la télé, on lui dit que machin et tout. Bon, je sais pas, tu vois, tu as une connexion, il y aurait une vraie discussion, il y aurait des rencontres de gens comme ça qui se connaissent pas. Déjà, ça aide. Mais t'as pas besoin d'aller aussi loin que ça. À l'échelle même d'une commune, celui qui vient d'arriver depuis quelques années de Paris, là, le néo-rural, celui qui est là depuis longtemps, etc., ils ont déjà du mal à se parler, les gars, hein, et ça va pas être simple dans les années à venir, ce sujet-là. Moi, je le vois tous les jours. D'ailleurs, on n'en parle pas assez de ça. Il y avait un papier marrant, là, après les municipales, sur une petite mairie dans la Drôme, qui était écolo et tout, et les mecs faisaient les bobos à fond. Ils n'ont pas capté qu'en fait, la moitié du village se sentait hyper méprisé. Aliéné. Ouais, voilà. Et ils ont battu les mecs au municipal. Et vraiment, il y a une espèce de ouf de soulagement. Et les gars disent, mais qu'est-ce qu'on a merdé? Enfin, voilà. Vous avez pris les gens. Vous n'avez pas écouté, en fait. Vous avez pris les gens de haut. Vous avez fait la même attitude que finalement ce que fait la Macronie à ces gens-là, ce qu'a donné les Gilets jaunes, tout le reste, etc. Donc, il faut
pour éviter ça, ce type d'initiative. Et moi, je crois beaucoup à ça et je trouve génial que vous lanciez ça, que vous relanciez ça, que tu relances ça, Félix. Essayons de nous parler. On a tous finalement probablement peu ou prou la même réaction, le même coup dans le cœur quand effectivement on perd un proche, quand il nous arrive quelque chose, quand on a un moment de joie, et tout ça, faut l'éprouver un peu ensemble. Faut des cadres où on peut se retrouver, où on peut apprendre à se connaître. On va se dire ah mais ouais en fait ok ce gars il est juste comme moi en fait quand il voilà il pleure et puis quand il voilà donc je crois vraiment que tout ça est très utile pour pouvoir faire péter tout un tas de préjugés qu'on a les uns sur les autres et pour pouvoir se dire qu'en fait, on a les solutions et les ressources en nous. Et puis après, effectivement, tu l'as dit aussi, il y a la question de le lavage de cerveau qui est fait. Bon, des discussions comme celle-ci, elles permettent des discussions plus franches, plus sincères, où on n'est pas obligé de recracher le truc qui est attendu. Et donc, ça peut aider, à mon avis, à dépasser aussi un certain nombre d'a priori. Et tu vois, modestement, on essaye, alors nous pas sur la connexion, mais par contre sur comment on peut peut-être avoir des élites qui sont un peu moins le cerveau lavé ou des gens qui vont décider demain et qui auront un peu moins tous l'idéologie pro-atlantiste en tête. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire à la Boétie aussi, tu vois, c'est des endroits comme ça. On essaie de faire venir des gens qui n'ont pas forcément pu accéder à tout ce que certains peuvent accéder pour se former intellectuellement, politiquement, etc. On essaie de faire ça et on est cohérent parce que demain, c'est à eux qu'on donnera le pouvoir si on fait la 6e République. Donc, si on a pu apprendre à se connaître, si on a pu apprendre à se connecter, si on a pu avoir une pensée critique parce qu'on se met des outils. Hein, ce que tu proposes, c'est un outil dans la boîte à outils pour avancer dans ce sens-là. Eh ben, on va avoir tout d'un coup des gens qui demain prendront les décisions. Ben, d'abord, qui seront ceux qui vont se les prendre sur la tête après les décisions, hein, les gens directement, pas ceux qui sont tous dans le 7e arrondissement et qui arrivent par le même métro avec leur sac à dos là, tous la même tête là, les mêmes technocrates, etc. Et on va avoir un peuple qui se retrouve, qui apprend à se connaître, qui se dit qu'en fait, ça fait 30 ou 40 ans qu'on lui raconte quand même pas mal de conneries, et qui a enfin la clé de son destin, la souveraineté populaire, parce que c'est ça à la fin qu'on veut. C'est ça. Le projet, il est simple, c'est de redonner le pouvoir au peuple. C'est de faire que cette souveraineté populaire qu'on essaye de nous piquer par tous les moyens, l'OTAN, Bruxelles, tout le reste, etc., eh bien, on puisse enfin la retrouver. Et les Français, ils ont ça au fond d'eux. Et ça va être le moment de vérité 2027, j'en suis quasiment certain. J'en suis assez d'accord avec ça et c'est d'ailleurs pour ça que tout est fait d'ailleurs pour empêcher l'élection de se tenir sur cette thématique, hein, et on va emmener vers d'un côté le côté identitaire, de l'autre le côté les méchants russes, l'Ukraine, pour éviter d'avoir à parler de la souveraineté et de la reprise de contrôle. Malheureusement, mais on va pas laisser faire. On va pas laisser faire. On va pas laisser faire. Merci Aurélien. Merci beaucoup Aurélien. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Félix. N'hésitez pas Merci à toi Alexis. Black Elephant, le monde moderne, et à continuer de suivre nos contenus. Voilà, puisqu'on va essayer d'être de plus en plus impliqués dans cette campagne présidentielle pour vous faire comprendre les enjeux qui ne sont pas montrés par les médias de milliardaires. Voilà. Merci. Merci à tous.